Bonjour à tous et bienvenue pour cette première partie du top 3 pour les mois de juin et juillet. Lors de cette vidéo, je vais vous résumer les résultats des joueurs et joueuses belges sur les circuits ATP, WTA et ITF en simple durant ces 2 mois. Malgré les contre-performances de nos 2 meilleurs joueurs, ce début d'été a réservé quelques belles satisfactions. Je débute cette fois par le top 3 WTA. Car la principale performance de cette période, en tout cas pour ce qui concerne cette première vidéo, est incontestablement le premier titre WTA remporté par Marina Zanevska. 12e junior à 16 ans début 2010, la bruxelloise semblait partie pour faire rapidement la transition vers le circuit pro, puisqu'elle s'approchait déjà du top 100 WTA 3 ans plus tard. Pendant 4 ans, elle va alors tenter sans succès de pénétrer dans ce cercle restreint, avant que des blessures ne la fassent chuter au classement. À la veille de la pandémie du coronavirus, elle n'occupait plus que la 320e place mondiale. Ses résultats depuis janvier démontraient un léger mieux, avec par exemple une victoire et une finale en 25 000 $, ou une accession au deuxième tour du WTA de Strasbourg, après être sortie des qualifs. Mais de nouveaux petits pépins physiques ont freiné sa progression. Elle n'a en effet pas du tout pu jouer en mars ni en mai. Battue d'entrée et assez sèchement lors des qualifications de Wimbledon, contre une ancienne top 50 tout de même, Marina franchit ensuite un tour lors du 60 000 $ d'Amstelveen. Elle y est éliminée de justesse par l'ancienne 59e mondiale Alexandra Cadentou. L'absence d'une grande partie du top 100 concentrée sur les JO lui offre alors la possibilité d'intégrer directement les tableaux finaux des tournois WTA de Lausanne et de Gdynia. En Suisse, elle s'offre le scalp de la 56e mondiale Jil Teichmann au premier tour, ce qui constitue la 2e plus belle perf de sa carrière. Cette victoire en 3 manches est le déclencheur d'une très belle série qui ne s'arrête qu'en demi-finale après une belle résistance face à Tamara Zidansek, demi-finaliste du dernier Roland-Garros. Mais Marina ne s'arrête pas à ce très bon résultat puisque dans la foulée, elle s'impose en Pologne pour soulever le premier trophée WTA de sa carrière. Alors certes, elle n'a pas battu de joueuse du top 100, mais son niveau de jeu était tout de même très élevé. Elle n'a par exemple laissé que 3 jeux au deuxième tour face à la Slovaque Kuzmova, 43e mondiale il y a 2 ans. Et sans un peu de stress au moment de conclure sa demi-finale, elle aurait pu remporter ce titre sans perdre un set. Cette victoire et le bon classement qui l'accompagne offrent en tout cas de belles perspectives à Marina, qui pourra dorénavant rejouer plus souvent les tournois WTA. Elle fêtera ses 28 ans à la fin du mois, mais dans le tennis féminin moderne où 23 joueuses du top 100 ont plus de 30 ans, la Belge peut encore briller quelques années. La 2e place de ce début d'été revient à Alison Van Uytvanck, qui signe un joli parcours après 5 mois très difficiles. Elle aussi a connu pas mal de déboires physiques en 2021, à tel point que sa défaite d'entrée à Roland-Garros était son 7e revers en 9 rencontres disputées cette année. Mais sur le gazon anglais, elle va connaître une belle renaissance. Tout commence alors même que ses consoeurs disputaient encore la 2e semaine du Grand Chelem parisien. Alison, elle, était à Nottingham pour disputer le premier WTA sur herbe de la saison. Elle ne s'y est arrêtée qu'en quart face à Johanna Konta, la numéro 1 du tableau. C'est la première fois qu'elle atteignait ce niveau depuis mars 2020. La semaine suivante, elle restait dans la ville du sinistre shérif pour dérober le titre d'un ITF de 100 000 $. Elle y était tête de série numéro 1 et n'a pas rencontré de joueuse du top 100. Mais ça reste une très belle performance pour Alison, qui n'avait jamais gagné de titre de ce niveau. Le tirage au sort de Wimbledon ne l'a pas vraiment gâtée ensuite, puisqu'elle s'est retrouvée opposée d'entrée à Elina Svitolina, 3e tête de série. Elle s'incline logiquement contre l'Ukrainienne, mais au bout d'une vraie bataille en 3-7. 4 semaines plus tard, on retrouve Alison à Tokyo, où elle sera la seule satisfaction belge du tournoi olympique. Elle y domine Ivana Jorovic et surtout Petra Kvitova, 10e mondiale, avant de s'incliner contre Garbine Muguruza. Un mois bien rempli donc et très positif pour Alison. Pour Grete Minen, la tournée sur gazon a aussi été positive. Lors du 100 000 $ de Nottingham, elle s'est hissée en quart de finale et elle ne s'y est inclinée que face à sa fiancée. À Wimbledon, elle est sortie des qualifications, comme elle l'avait déjà fait à Roland-Garros et à l'Open d'Australie. En tout, c'est la 6e fois consécutive qu'elle dispute un tableau final en Grand Chelem. Sa défaite d'entrée contre Tomljanovic pouvait passer comme une petite déception, mais une déception qu'on relativise ensuite quand on voit que l'Australienne a poursuivi son parcours jusqu'en quart de finale. Mi-juillet, Grete a disputé le seul tournoi européen sur dur de l'été à Prague, et elle y a atteint sa toute première demi-finale WTA. Bon, le tableau y était particulièrement faible, mais ça reste une nouvelle très belle étape dans la carrière de Grete. Isaline Bonaventure redresse un peu la tête après un début de saison catastrophique. Sa victoire au premier tour des qualifs de Wimbledon était en fait son premier succès depuis l'Open d'Australie, soit une série de 8 défaites consécutives et une grosse blessure qui l'avait privée de tournoi de mi-mars à mi-mai. Même si elle n'a pas franchi le 2e tour à Londres, elle a bien profité des tableaux plus faibles de l'été pour se hisser en quart de finale à Hambourg. Il s'agissait de son 3e quart en tournoi WTA, et au passage elle battait sa première top 100 depuis les qualifs de l'US Open,
à savoir l'américaine Pera. La semaine suivante, à Prague, elle passait encore un tour et ne s'inclinait qu'en 2 sets serrés face à Barbora Krejcikova, la gagnante de Roland-Garros. Finalement, la seule déception de ce début d'été sur le circuit principal vient d'Elise Mertens. Après son début de saison de très haut vol, elle a connu un contre-coup assez important. Lors de sa préparation pour Wimbledon, elle a perdu ses 2 rencontres de justesse face à Tomljanovic et Cory Gauff. Des défaites pas honteuses du tout, mais qui ne lui ont pas permis d'aborder le Grand Chelem londonien avec assez de matchs dans les jambes. Si elle y a facilement dominé ses 2 premiers adversaires, elle était clairement trop court contre Madison Keys au 3e tour. Tête de série numéro 12 des JO, avec tout de même une chance de médaille, mince mais existante, elle a à nouveau déçu en s'inclinant d'entrée contre Alexandrova. Cette mauvaise passe a tout de même des répercussions au classement WTA. Elise perd 2 places, mais surtout à la race, elle n'est désormais plus que 12e mondiale alors qu'elle est longtemps restée dans le top 5. Son manque de résultats probants en Grand Chelem risque fort de lui coûter sa place au Masters. Pour le reste, c'est évidemment Marina Zanevska, la grande gagnante, puisqu'elle réalise un bond impressionnant de 112 places pour revenir à proximité du top 100. L'un ou l'autre bon résultat d'ici la fin de l'été pourrait la faire enfin intégrer ce cercle. Alison Van Uytvanck et Grete Minen grimpent aussi, même si c'est nettement plus légèrement. Notre leader chez les garçons n'a pas non plus brillé durant ce début d'été, et pour cause. David Goffin espérait se relancer avec l'arrivée du gazon, après un printemps plutôt moyen, mais dès son premier match à Halle, il glisse et se blesse à la cheville. L'abandon est inévitable alors qu'il dominait largement le français Moutet. Pire, la gravité de la blessure l'a contraint ensuite au forfait pour Wimbledon et pour les JO. Un vrai coup dur pour David, lui qui les accumule depuis 1 an et demi. Mentalement, ça risque d'être vraiment très dur de s'en remettre. Heureusement, d'autres Belges ont obtenu de bons résultats durant cette période, et c'est à nouveau Zizou Bergs qui a le plus brillé, et termine en tête de notre podium. Dès le lendemain de Roland-Garros, Zizou s'impose au challenger d'Almaty au Kazakhstan, une victoire importante qui prouve qu'il peut aussi très bien se comporter sur terre battue, et une victoire acquise au forceps, puisqu'il a dû remonter un set de retard dans 3 matchs sur 5. Ça aussi, c'est très important pour la confiance. Battu au 2e tour la semaine suivante, Zizou a rapidement rejoint Londres, où il était sur la liste d'attente pour intégrer les qualifications de Wimbledon. Malheureusement, il n'y a pas eu de désistement de dernière minute, et après 2 semaines de repos, il a repris le chemin des challengers et a atteint un nouveau quart à Braunschweig, en venant à bout du jeune espoir tchèque Mačák au 2e tour. Il a ensuite été battu d'entrée à Amersfoort, avant de prendre part aux qualifications de 2 tournois ATP. Hackstatt tout d'abord, le Limbourgeois a brillamment rejoint le tableau final, avant de prendre la mesure d'un autre qualifié, l'Allemand Otte, au premier tour. Il égalisait donc là sa performance à Anvers l'automne dernier, et au 2e tour, Zizou a fait jeu égal pendant 3 sets avec Laszlo Djere, un sacré client sur terre. La semaine suivante à Kitzbühel, il s'incline dès le premier tour des qualifications, mais ça n'enlève en rien le très bon résultat d'ensemble de ce début d'été et la confirmation de ses énormes progrès. Notre deuxième joueur est Michael Geers. Malgré des résultats en juin plutôt décevants, il n'est en effet pas parvenu à se qualifier lors de 2 challengers à Lyon et à Aix-en-Provence. Dans le premier, il a tout de même été repêché pour le tableau final, mais s'y est incliné 2 fois 6-3 contre l'américain Fratangelo. Un bref passage en futur n'a pas vraiment permis de le relancer. Heureusement, son mois de juillet a été d'un tout autre calibre. À Amersfoort tout d'abord, il est sorti des qualifications et a tenu tête à la première tête de série, le néerlandais Griekspoor, par ailleurs futur vainqueur de ce tournoi. Mais c'est surtout à Pozzoblanco que Michael a cartonné. Également sorti des qualifications, il domine Benjamin Bonzi, 111e mondial au 2e tour, et ne s'arrête qu'en 3 sets serrés en demi-finale. C'est la première fois qu'il atteint un tel stade dans un challenger, et cette victoire face aux Français est aussi la plus belle perf de sa carrière. Chapeau donc. Le 3e joueur de notre podium est Kimmer Coppejans. L'Ostendais n'a pas réalisé un début d'été extraordinaire, mais il a tout de même atteint 2 quarts de finale à Almaty et à Amersfoort. Il y a été battu les 2 fois en 3 sets, respectivement par Zizou Bergs et par Talon Griekspoor, qui tous les deux finiront par gagner ces tournois donc. Hormis ces 2 bons résultats, la période a été assez difficile pour Kimmer, qui a perdu au premier tour des 5 autres tournois qu'il a disputés, que ce soit en qualif de Wimbledon ou dans les tableaux finales du 2e tournoi d'Almaty et à Braunschweig, Tampere et Poznan. Un tout petit mot encore sur Ruben Bemmelmans qui a tout de même disputé 4 épreuves sur gazon, sans doute pour essayer de reprendre des points sur une surface qui lui sied vraiment. Malheureusement, même s'il a remporté plusieurs matchs, dont les qualifications de Wimbledon, du Queen's ou de Newport, ainsi qu'au Challenger de Nottingham, il n'est jamais parvenu à sortir justement des qualifications. En termes de points, il n'a donc pas récolté grand-chose. Il a également tenté sa chance sur dur au ATP 250 de Los Cabos,
mais là aussi, il a échoué au deuxième tour des qualifs. Longtemps protégé par le gel du classement, David Goffin connaît sa première lourde chute en raison de son absence. Le voici désormais 20e, et s'il ne revient pas rapidement, la descente va se poursuivre dans les prochains mois. A contrario, Zizou Bergs poursuit sa belle montée et s'empare de la deuxième place nationale. Et le gel du classement masque même la hauteur de ses progrès, car à la race, il est proche du top 100. Michael Geerts obtient lui aussi son meilleur classement. Par contre, Kimmer Coppelians et Ruben Bemmelmans perdent des plumes. Exceptionnellement, je ne vais faire qu'un seul podium pour les deux circuits ITF, féminin et masculin. En effet, une seule fille et seulement 2 garçons ont atteint un ou plusieurs quarts de finale à ce niveau. En 8 semaines, c'est un constat assez consternant. Très clairement, les 9 mois d'arrêt en raison de la crise sanitaire ont fait beaucoup de mal à nos joueurs semi-pro. Beaucoup de joueurs ou joueuses aspirant au circuit principal ont probablement mis au placard leur rêve d'atteindre des sommets. Avec 14 tournois disputés depuis le début de la saison, Elisa Van Langenonk est une des rares à encore arpenter ce circuit à temps plein. Elle avait, avant le mois de juin, atteint 3 quarts de finale, ce qui n'était pas mal, mais pas non plus exceptionnel. Elle avait tout de même aussi obtenu ses 2 premiers succès face à des top 400, donc son début d'année était globalement positif. Mais ce mois de juillet marque un vrai tournant dans la carrière de cette jeune fille de 24 ans. C'est en effet le mois de son tout premier titre ITF en simple. Elle en avait déjà gagné 5 en double. C'est à Monastir qu'elle a fini par décrocher ce succès, et c'est tout sauf une surprise puisqu'Elisa a quasiment élu domicile dans la cité balnéaire tunisienne. Depuis l'automne passé, elle y a tout de même disputé 24 tournois. En juillet, elle y a encore joué 4 fois, et a donc remporté un titre, et a atteint une autre finale et 2 quarts. 13 victoires donc en 16 rencontres, un bilan vraiment très bon, qui relance une carrière qui avait un peu tendance à stagner ces dernières années. Deuxième sur notre podium, Chris Heyman est le seul homme qui a un peu tiré son épingle du jeu en cette période. Son retour après 5 semaines de pause pour soigner une blessure était pourtant plutôt inquiétant, puisqu'il a dû abandonner d'entrée lors d'un premier 15 000 $ à Antalya, avant de perdre au deuxième tour lors du second. De retour en Europe, il a toutefois enchaîné une demi et un quart dans des 25 000 $ néerlandais à Alkmaar et à La Haye. Après une défaite d'entrée à Marbourg, il a même pris part aux qualifications du Challenger de Poznan, mais a perdu à un tour du tableau final. Je l'ai dit, les autres résultats n'ont pas franchement été brillants. La seule à un peu limiter la casse est Clara Vlaselaar. En 4 tournois, elle a atteint 3 fois le deuxième tour. Malheureusement, lors de ces 3 tournois, elle s'est inclinée en 3-7. Ces résultats sont un rien en dessous des belles performances que Clara a réalisées en début d'année, mais comme je l'ai dit, elle a au moins limité la casse. Sans pouvoir prétendre à une place sur le podium, on peut tout de même évoquer les résultats plutôt intéressants de 3 joueurs. Tout d'abord, un grand coup de chapeau à Joris Delors qui a enfin pu rejouer. L'ancien 174e mondial et finaliste de la Coupe Davis en 2017 n'avait en effet plus disputé de match officiel depuis novembre 2018, presque 3 ans donc durant lesquels Joris a connu de nombreux pépins physiques et a même subi plusieurs opérations. Il est enfin sorti de ce long cauchemar pour disputer 25 000 $ à Gandia et à Denia. Il a même remporté un match lors du deuxième tournoi et n'a perdu les 2 autres qu'en 3-7 face à des têtes de série. C'est évidemment loin des résultats qu'il connaissait il y a 3 ans, bien sûr, mais le principal était de pouvoir jouer. Les victoires, elles, reviendront sans doute avec le rythme. Guillaume Dermiens a également connu 2 bons mois, avec notamment un 2e point pris à Esch-sur-Alzette, après être sorti des qualifications. 7 victoires pour 4 défaites en ce début d'été, c'est plutôt pas mal. Raphaël Collignon a également pris un point lors de ce tournoi, et a rejoint le tableau final des 2 autres épreuves qu'il a disputées, même si c'était via des repêchages. D'autres joueurs ont connu pas mal de difficultés par contre. Chez les filles, Marie Benoît n'a remporté qu'un match en 5 tournois, dont 3 25 000 $. C'est insuffisant pour une joueuse du top 300 qui ambitionne de jouer rapidement à un meilleur niveau. Yannick Mertens, habituellement très performant en futur, n'a remporté qu'un match en 2 tournois. Enfin, Gauthier Monclin a perdu 5 matchs consécutifs, l'un en qualif de Challenger, 3 en 25 000 $ et 1 en 15 000 $. Ces tirages au sort n'ont pas toujours été évidents, mais ça reste insuffisant pour un joueur avec son potentiel. Au classement masculin, les faibles résultats d'ensemble font que très peu de joueurs progressent. Seul Guillaume Dermiens fait un joli bond. Jeroen Van Est, qui n'a joué qu'un seul match, poursuit sa descente. Chez les filles, Elisa Van Langenonk a évidemment le sourire. Et encore, les points de sa 2e finale n'ont pas encore été ajoutés, donc elle devrait être aux environs de la 640e place lundi prochain, plus très loin de son meilleur classement. Clara Vlaselaar grimpe aussi, tout comme Chelsea Van Hout, grâce à 2 points glanés en ITF pendant Roland Garros, donc qui ne sont apparus au classement que mi-juin. Voilà, ceci termine cette première vidéo de nos podiums du début de l'été. Dans quelques jours, je publierai la 2e partie, avec les résultats des Belges en double, sur le circuit wheelchair et sur le Belgian Circuit, qui a enfin commencé. Et on aura tout de même quelques très gros résultats, donc ne la loupez pas.
A plus, ciao!